Eh bien, c'est notre deuxième jour de périple. Nous sommes repartis après une nuit au camping de Carhaix. Nous venons de ce chemin que vous voyez ici et arrivé au niveau de ce joli pont de pierre, eh bien, la voie de halage change de côté. Donc, on s'apprête à rejoindre l'embranchement qui s'appelle donc, bien sûr, chemin de halage, juste en face. Non loin du vélo de Léna, voilà, et donc de l'autre côté du pont on va avoir cette vue là en continuant sur le canal après avoir changé de bord, ce qui a bien failli nous induire en erreur ce matin. On avait commencé à se rediriger vers Brest en réalisant que c'était peut-être pas le bon côté. Voilà, et bien si tout va bien, ce soir nous serons au bord du lac de Guerlédan. Le temps est gris, à peine bruneux, donc plutôt un temps très agréable pour circuler. Et puis quant à moi, la nuit était un peu écourtée par quelques rages de dents qui choisissent souvent le moment des vacances pour survenir, donc le temps de trouver quelques antibiotiques au cas où ça s'aggraverait. Voilà, c'est un petit peu retardé notre départ ce matin. Ceci étant, nous allons bientôt maintenant être sur la bonne voie et j'espère arriver sans encombre jusqu'au lac de Guerlédan. Une petite pancarte à proximité de cet embranchement nous retrace un peu d'histoire par rapport au port de Carhaix et au canal de Nantes à Brest. On vous lit simplement l'introduction. Bien plus que pour désenclaver une Bretagne intérieure délaissée, Bonaparte fait construire le canal de Nantes à Brest par souci militaire en 1803. En guerre contre l'Angleterre, il voit régulièrement ses arsenaux bloqués, d'où un problème d'approvisionnement. Le chantier est colossal et dure jusqu'en 1855. La guerre avec l'Angleterre étant achevée, le canal profite alors surtout à l'agriculture centre-bretonne. La chaux, la marne et les engrais chimiques en provenance de l'estuaire de la Loire permettent une nette amélioration des rendements agricoles et l'abandon de la jachère. Le canal permet en échange d'approvisionner les grandes agglomérations en céréales, froment, blé noir et avoine produites en centre-Bretagne. Il est enfin la voie par excellence de la circulation des matériaux de construction, pierre, bois et surtout ardoise, dont la production en poer atteint son apogée à la fin du 19e siècle. Voilà pour ce petit épisode du canal. Il y a encore un petit morceau. Pourtant, la fin du siècle voit l'essor du chemin de fer, puis du transport routier, et le canal ne résiste pas à la concurrence. Le coup de grâce vient dans les années 1920, la construction du barrage de Guerlédan qui coupe le canal en deux. La portion reliant Guerlédan à Châteaulin étant rayée des voies navigables en 1957. Quel dommage, a-t-on envie de dire rétrospectivement. Voilà, eh bien, ceci étant, nous allons donc poursuivre notre route justement en direction de Guerlédan et de cette fameuse portion qui a été rayée des voies navigables en 1957. Alors, nous voilà certainement à l'écluse de Kerduniès, écluse 202. On va vérifier ça de plus près. On est attiré par, bien sûr, le déversoir. Le tout, c'est qu'en ayant l'œil dans la caméra, on ne saute pas dans l'écluse. Voilà, et donc, on s'approche et cette écluse nous fait l'honneur d'avoir encore un panneau pour nous indiquer effectivement Kerduniès. Voilà pour l'écluse et la vision qui s'offre à nous pour la suite du voyage. On est toujours non loin de Carhaix. Il va quand même falloir qu'on se décide à avancer un peu si on veut arriver ce soir autour du lac de Guerlédan. Voilà, à suivre. Toujours ces magnifiques écluses sur lesquelles on resterait bien à s'immobiliser, mais il faut trouver l'équilibre entre les temps de contemplation et puis les temps de déplacement.
Voilà, les vélos jusqu'à présent assurent leur service, ainsi que la remorque qui pour l'instant fonctionne bien. Et le temps est plus que doux, on est même un peu trop couvert d'un seul coup. En tout cas, ça roule bien, on rencontre de temps à autre des cyclistes, sans parler de vraiment beaucoup de monde sur ce chemin de halage. Un point au loin, c'est Léna qui arrive. Eh bien, il commence à faire sérieusement trop chaud. Donc c'est une pause aussi qui va nous permettre de retirer les caouets, pulls verts et pantalons de pluie. Donc voilà, un endroit, semble-t-il, permet de réguler le niveau d'eau du canal, puisque il y a une sorte d'écluse à cet endroit. Voilà, Léna arrive tranquillement. La voici, la voilà. Quelques ânes en bordure de route. Voilà, on n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter quelques instants pour les saluer. Bon, on ne peut pas dire qu'ils nous aient salués en retour, mais en tout cas, voilà. Et c'est associé à un domaine qui doit être également chambre d'hôte et d'accueil, sauf erreur. Donc on vous rappelle la forme des oreilles d'un âne. Pique-nique et recharge batterie. Nous sommes actuellement à l'écluse de Tronc-Joli. Hélas, une des deux portes sont fermées, et puis bien évidemment c'est une écluse que ne peuvent plus passer les bateaux, puisque nous sommes là au-dessus d'un petit pont qui remplace les deux portes aval de l'écluse. Donc voilà, hélas, il semblerait que les travaux de désenvasement qui ont été faits un peu plus haut direction de Nantes, eh bien, aient enlevé la couche d'argile qui assurait l'étanchéité du fond de l'écluse, et donc évidemment c'est devenu une vraie passoire, ce qui fait que le débit d'eau n'est plus suffisant pour permettre la remontée ou la descente des péniches, et tout ça est bien attristant à la fois. J'espère que des solutions pourront être trouvées. En attendant, voilà ce qu'il reste de cette écluse, donc uniquement les deux portes que nous voyons devant nous, les deux portes plus bas ayant été remplacées par ce pont sur lequel nous nous trouvons pour pique-niquer. Nous avons accompli depuis ce matin, depuis Carhaix, 20 km, reste encore 40 à faire. Bon, c'est pas le grand rythme aujourd'hui, on en profite pour planer davantage. Le soleil petit à petit sort, c'est un peu le même scénario qu'hier, après
un démarrage plus que laborieux, pas mal de bruine ce matin. Eh bien, on arrive à maintenant 2h20 de l'après-midi à un temps qui devient chaud et agréable. Voilà pour notre petit compte rendu à ce qui pour nous est la mi-journée. Il faut dire que avec les questions médicales à régler, les antibiotiques à trouver, eh bien, le départ s'est trouvé aux alentours de 11h, plus une erreur d'aiguillage au départ, donc le temps de bien se mettre en route, et bien voilà, il est 14h20 et nous avons accompli 20 km, il nous en reste 40. Voilà, à plus tard pour la suite. Eh bien, mardi 14 août, 15h35, plus de 90 km au compteur. Nous voici à l'écluse numéro 159 de Kistinik. Depuis la dernière écluse, eh bien, les écluses effectivement n'ont pas de porte aval, ce qui est un peu attristant de voir que la moitié a été en fait retirée. Et puis par ailleurs les paysages deviennent, le plan fluvial devient beaucoup plus large. Donc nous voici à cet endroit où effectivement on a une large étendue d'eau devant nous. Voilà, le soleil est de la partie et voici donc ce qu'il reste de cette écluse de Kistinik. Plus de porte ni aval ni amont, les précédentes il restait encore la porte amont et là eh bien on distingue tout juste les traces dans le rocher de ce monument que représentait l'installation de ces écluses le long du canal de Nantes à Brest. Voilà un lieu qui reste superbement agréable à parcourir en vélo. Aucun problème technique à déplorer depuis notre départ, si ce n'est la nécessité de resserrer les vis du dispositif qui maintient la remorque Anderson. Donc je vous remontre en passant ce dispositif très pratique quand ça marche bien, peut-être un peu fragile, c'est surtout en cas de retournement que le problème se pose, et donc j'ai dû resserrer un peu la vis de maintien, cette vis que vous voyez au centre là, que j'avais desserrée parce que la rotation de la pièce connectée au vélo, cette pièce là, n'était plus très libre, et donc voilà, et donc là l'écluse a laissé la place à un petit pont que voici, et donc il nous reste pour aujourd'hui 30 km à accomplir. Donc on est là actuellement, il ne reste guère que la barrière pour cette écluse numéro 159, écluse de Kistinik, et voici la vue en provenance de Nantes, toujours autant de beauté et d'émerveillement sur ce canal de Nantes à Brest, que bien sûr on vous encourage à parcourir. C'est un monument vivant, animé par un écoulement de l'eau, qui est une véritable bénédiction, et qui malheureusement a été perturbé par différents facteurs, dont les remembrements qui ont amené la suppression de certains petits courants qui venaient alimenter le courant global, et puis bien sûr la construction bien imprudente de ce canal de Guerlédan, avec peu de respect, me semble-t-il, pour le travail de ceux qui avaient contribué à la création de ce chef-d'œuvre qu'est le canal de Nantes à Brest, une œuvre gigantesque qui ne peut que laisser émerveiller devant les trésors d'énergie et surtout grand
respect à tous ceux qui ont contribué à sa construction. Voilà, un canal qu'on vous invite à vivre, car c'est en le parcourant à vélo au fond qu'on a davantage le temps de réaliser ce que ça représente, tout cela pouvant rester un tant soit peu intellectuel lorsqu'on l'aborde uniquement au travers des livres d'histoire ou de géographie. Donc évidemment, on vous invite toutes et tous à découvrir ce patrimoine de Nantes à Brest, ou Brest à Nantes. Voilà une autre manière de voyager et de revisiter l'histoire et peut-être de relativiser ce que nous appelons aujourd'hui le progrès. Voilà, eh bien, Léna devrait arriver d'un instant à l'autre. Il nous restera 30 km pour rejoindre le camping Le Point de Vue. Donc on va trouver à proximité du lac de Guerlidan. En attendant, on remarque de ci de là sur cette portion, comme vous le voyez sur ce pilier, des marquages de sentiers de grande randonnée, tant à droite qu'à gauche à ce niveau-là. Voilà. Et c'est donc un sentier qu'on peut parcourir de multiples façons. Il est 16h35, toujours sur le canal de Nantes à Brest. Nous sommes à l'écluse numéro 147, Restuel. Comme quasiment toutes les écluses maintenant, eh bien, nous avons une des deux portes, un des deux côtés de l'écluse qui est fermé. On voit cette porte actuellement fermée. Et puis l'autre a été, hélas, remplacé par un pont plein de charme. Et puis là, voici la maison éclusière qui semble pour le moins à l'abandon. Voilà, c'est bien dommage, car ces maisons éclusières contribuent à égayer ce parcours. On n'y trouve plus guère d'inscription. Et puis voilà une vie plus globale d'où nous venons. Et voici donc où nous allons. Il nous reste, sauf erreur, combien ? Sans doute 20 km, on va vérifier ça à notre compteur pour arriver à notre camping. Nous totalisons aujourd'hui effectivement 101 km 40, sachant que nous en avions accompli 60 hier, donc nous en sommes à 41 pour aujourd'hui. Voilà, on trouve également un point d'eau à cet endroit. Et puis, eh bien, on va poursuivre tranquillement notre parcours, sachant que Léna ne va pas tarder à nous rejoindre. On l'aperçoit déjà au loin. Et donc, nous faisons, comme nous l'avons signalé, une étape, une pause tous les 10 km. Voilà, cette partie-là, la dernière tranche de 10 km, étant quasiment constamment en descente. Donc, c'est vrai que ça roule très très bien. Voilà, eh bien, Léna toute heureuse de me rejoindre. Et il nous reste donc 20 km. Voilà, à bientôt pour la suite. Et nous voici à l'écluse numéro 146, Quat Natus. Et donc, cette écluse a la particularité exceptionnelle d'être double. Admirez un petit peu la perspective. Voici l'écluse basse que vous voyez ici. Et puis l'écluse haute que vous voyez d'ici. Donc voilà, on a cette écluse haute et l'écluse basse. On va se diriger vers le bas pour avoir une mise en perspective des deux écluses successives accolées l'une à l'autre. On les franchit, il y a une porte commune en réalité aux deux écluses qui est cette porte que vous apercevez ici. Donc vue en aval d'une écluse en aval et puis
l'écluse double où nous nous trouvons actuellement. Une première porte, la deuxième porte, admirez sa hauteur, je m'en rapproche, et puis cette deuxième porte en fait débouche sur une deuxième écluse plus en amont. Et donc voilà la chose. Donc on va parcourir le quai qui se trouve entre le long de l'écluse basse, et puis des escaliers vont nous permettre de passer à l'écluse haute. Alors c'est parti pour ce petit périple, voilà, avec le déversoir ici du bas, et puis on aperçoit au loin le déversoir du haut. Alors quelque chose de tout à fait exceptionnel sur ce canal, un canal qui n'a pas fini de nous surprendre par tout ce qu'il représente comme construction, ingéniosité et puis savoir-faire avec des moyens de l'époque. Donc voilà, nous voici arrivés en haut de l'escalier, et là on aperçoit cette écluse, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc là je suis entre le déversoir et l'écluse haute. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce canal force l'admiration et nécessiterait certainement un mouvement collectif plus vaste pour prendre conscience de sa valeur et de ce qu'il peut représenter. Voilà, je suis actuellement sur la passerelle de l'écluse basse, et donc voilà, vue sur la porte actuellement fermée d'en face. Voilà, je crois qu'on a bien compris l'ingéniosité de ce système à deux écluses et la valeur patrimoniale qu'il représente sur ce canal de Nantes à Brest. Et bien cette fois-ci, il nous reste à poursuivre notre chemin et à trouver comment emprunter l'ancienne voie ferrée de façon à passer à côté du lac de Guerlédan, puisque la voie de halage est maintenant essentiellement privée. C'est bien dommage, mais c'est ainsi, et donc on veut rejoindre Mur de Bretagne. À tout bientôt pour la suite. Eh bien, notre périple se poursuit direction camping Le Point de Vue du lac de Guerlédan. On n'a pas trop d'idée de combien il nous reste à parcourir. Le soleil nous accompagne pour cette fin de journée. Par contre, on arrive à courte batterie, et donc ça va sans doute être chaud s'il y a un gros détour pour arriver à ce camping. On va savoir en cours de soirée si on a fait le bon choix ou si les 60 km d'origine se transforment en peut-être 80 km, auquel cas on va se poser la question de la recharge de batterie, parce que même s'il y a une bonne aide électrique, ça reste très physique avec ou sans vélo électrique. Donc voilà ce point-là avec cette petite passerelle qu'on va enjamber avec ce déversoir, et puis ce lieu qui est en cours de restauration. On ira voir d'un peu plus près le panneau qui décrit les investissements faits pour rétablir cette écluse de manière fonctionnelle. Le chemin jusqu'ici était particulièrement agréable, à la fois ombragé, une bonne température, fraîche, le soleil au rendez-vous, et donc voilà cette passerelle avec, je dois dire, un petit peu d'effet, puisqu'elle est très étroite comme vous le voyez, et puis là on va se trouver grâce à cette passerelle juste au-dessus du déversoir. Alors c'est vraiment plein de surprises ce parcours du canal. Donc voilà, vu d'où va arriver Léna, je l'espère, bientôt, et puis la vue aval, voilà, le sens de l'écoulement. Voilà, donc ma
aperçoit un bien joli endroit. Et puis de l'autre côté de la passerelle, ça débouche sur un chemin. Donc voilà la passerelle vue dans l'autre sens. Il ne nous reste plus qu'à la reparcourir. Donc on aperçoit au loin la maison éclusière qui semble en tout cas non pas abandonnée mais sans habitants pour ce soir au moins. Et donc voilà, vue sur l'eau qui coule tout en bas. Attention à ne pas lâcher la caméra. Voilà. Un très beau site. Voilà, avec comme point de repère un chiffre 6 en bordure du chemin de halage. Voilà, il vaut mieux faire confiance à la passerelle, vu l'endroit que nous traversons. Voilà, et puis cette écluse apparemment restaurée qui permettra sans doute la navigation sur une partie de cette voie fluviale. On va jeter un petit coup d'œil sur le panneau décrivant les travaux de restauration en cours. Je vous rappelle qu'on a passé maintenant dans le département des Côtes d'Armor et donc descriptif des travaux, et bien remise en état des portes d'écluse amont et aval, réfection des organes de rotation et de manœuvre pour sécuriser les éclusages, et puis conditions de réalisation, et bien mise à sec du sas de l'écluse nécessaire, porte enlevée pour une intervention en atelier, puis réinstallée dans l'écluse après réhabilitation. De gros travaux donc en perspective. Voilà, cofinancé par la région Bretagne. Voilà, deuxième jour sur notre canal de Nantes à Brest. On est actuellement au niveau de l'abbaye de Bon Repos qu'on aperçoit au loin. Donc voilà. Alors on a fait une pause dans ce bar qui fait aussi restauration. Voilà, petit point sympa pour recharger les vélos. Et avant de traverser donc ce petit pont qui va nous faire passer du canal de halage côté droit du canal à de halage côté gauche. Voilà, après l'astuce va consister à pouvoir rejoindre la voie verte pour contourner le lac de Guerlédan par le nord. Eh bien on vous racontera comment ça s'est passé. Voilà, à plus tard, on va se restaurer un petit peu. Alors après un café moule frites au café de l'abbaye, nous avons été très bien reçus. Voici un petit travelling sur l'abbaye de Bon Repos, visiblement un lieu de spectacle en été, qui doivent être grandioses au vu de ces magnifiques ruines dont je vous laisse découvrir le décor d'arrière-plan que cela offre pour toutes sortes de spectacles. À la suite de quoi nous allons continuer jusqu'à l'écluse 237 et nous mettre en quête de la voie verte de façon à rejoindre ce soir Mur de Bretagne. Il est actuellement très précisément 20 h. Nous sommes à l'écluse 137 Les Forges et nous nous apprêtons à prendre, selon les indications du guide Miam Miam Dodo, nous nous apprêtons à prendre une route peu après cette écluse qui monte en lacet. Nous venons d'apercevoir un magnifique en tout cas héron au-dessus du canal, et nous espérons que nous allons pouvoir trouver facilement les points de repère qui vont nous conduire au camping. L'aventure commence car nous n'allons plus pouvoir suivre tout simplement le canal de Nantes à Brest, mais devoir emprunter la voie verte qui passe au nord du lac de Guerlédan. Nous
sommes tout de suite après l'écluse 137 et nous nous apprêtons à prendre cette route sinueuse qui monte devant nous. Nous sommes sur la voie verte au-dessus du lac de Guerlédan et Léna va pas tarder à me rejoindre sur cette voie verte que nous suivons peu après l'écluse 137. Donc nous avons traversé les gares Tibrise et on va passer à l'ancienne gare de Corel. Voilà. Et puis après, nous allons prendre la rue de la Villeneuve avant de tourner à droite sur l'ancienne voie ferrée.